Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre Grondeau et la Génération H, épisode 2. Dans cet épisode, Alexandre Grondeau va nous raconter ce qu'il s'est passé après la séquence France Info CSA. Et comment finalement la jeunesse décrite dans son livre va s'emparer de cette histoire pour en faire un succès, en dehors de tout retour médiatique mainstream. C'est une histoire intéressante à la fois parce qu'elle démontre une nouvelle fois la capacité de l'underground à se mobiliser sur des sujets qui lui tiennent à cœur, et aussi la difficulté du dialogue entre différentes factions composant la société française, notamment autour du sujet de la drogue. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Quand même que cette loi qui interdit la présentation favorable reste en quelque sorte dans une sorte d'inconscient des journalistes. Ouais, c'est vrai peut-être. Et qu'elle participe peut-être à la fabrication de ce fameux plafond. Parce que je pense que par exemple dans les pays anglo-saxons, en tout cas en Angleterre on va dire plutôt, au Royaume-Uni, ils ont plus de liberté, ils se sentent plus libres de parler des drogues avec les bons et les mauvais côtés. Alors qu'en France il y a une espèce de réaction puérile des journalistes. Ah oui et non, tu vois, je peux me faire l'avocat du diable, mais regarde, en Angleterre, quel est le roman des années 90, tu vois, qui parle des psychotropes, machin, bah c'est Trainspotting. Tu vois, et Trainspotting, pour le coup, regarde comment ils en ont fait un produit commercial. Je veux dire, tout est dans la manière d'esthétiser en fait le film, les héros, tu vois. En fait, t'es sur quelque chose, c'est tellement outrancier que ça ne peut pas être subversif. Alors que dans Génération H, je parle de ton cousin, je parle de ton fils, je parle de ton frère, je parle de ton voisin ou de ta voisine. Il n'y a pas besoin de mec, machin, à qui il arrive et il prend un truc et il arrive un problème de digestion, tu vois, c'est crade et tout. Non, je parle de quelque chose qui est dans la vie de tous les gens, au quotidien, et qui ne les désocialise pas. Parce que ça aussi, c'est un truc, tu vois, qui est intéressant. Mais bon, vas-y, pose-moi ta question, pardon. Ouais, on pourrait débattre mais j'entends tout à fait ce que tu dis. Mais Trainspotting étant un film, pour rendre un film subversif, c'est très compliqué étant donné Ouais, mais Fight Club, regarde. On peut y arriver, je dis pas que c'est facile, hein. Mais pour le coup, bon, vas-y, excuse-moi, je te laisse reprendre le fil de la conversation. C'était pour avancer parce que ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé autour de ton livre, c'est que une fois la censure advenue, qui est donc advenue assez rapidement, en fait, ça n'est pas resté là en termes on va dire, de communication autour du livre, et il y a eu une sorte de mouvement qui a pris une ampleur inattendue. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Effectivement, le truc le plus marrant de l'histoire, c'est ensuite parce que le système médiatique et politique n'avait pas mesuré, et ça montre à quel point ils étaient hors sol, c'était la puissance et surtout la réalité des undergrounds. Les undergrounds, les avant-gardes n'ont absolument pas besoin du système pour vivre et survivre, puisqu'elles existent en dehors du système ou à l'intérieur du système sous la forme virale, mais qui n'est pas forcément repérable. Et donc, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Moi, je te l'ai dit en propos liminaire, j'ai écrit ce bouquin pour 4 raisons. Avoir des lecteurs, c'était pas forcément la meilleure des raisons. En tout cas, la première pour moi, mais c'était voilà, je travaille longtemps sur un bouquin, c'est quand même cool d'avoir des gens avec qui partager ces histoires. Non, la finalité en fait de cette censure, c'est que les underground, quand ils ont vu que le seul bouquin qui parlait d'eux était pas crucifié au pilori, mais évacué d'un mouvement de main, et ben ils se sont dit, bah ouais, mais on va pas laisser le truc comme ça. Et il se trouve que moi j'étais à cheval sur pas mal de mouvances, sound system, musical, alter et tout. Et donc quand les gens ont su ce qui arrivait à mon bouquin,
assez naturellement, il y a eu pas mal de soutiens qui se sont faits. Et en fait, avec les gens de la génération H qui étaient avec moi, toujours autour de moi, dont je parlais dans le bouquin, on était plusieurs à se dire, eh ben, puisque on nous interdit et on nous ferme la porte au nez, on va rentrer comme d'habitude, hein, c'était le principe de la débrouillardise, c'est le principe du système D, c'est le principe des débrouillards. On nous ferme la porte, donc on rentre par la fenêtre. Et donc on est rentré par la fenêtre, on a on faisait tous un peu de la musique, on a composé une instrumentale. Moi, j'ai eu l'idée de reprendre un standard jamaïcain, mais de l'adapter. Donc, pour les connaisseurs, c'est le Rhythm Revolution de Dennis Brown. Et pour le coup, avec Sly and Robbie qui l'ont remixé après, c'est devenu l'Intercom dans les années 80. Et mon idée, ça a été de la proposer à un DJ techno qui était voilà pas dans une tribe mais dans un collectif réputé, qui était vraiment un super bon musicien qui s'appelait Nino et qui était autour de nous. Voilà, il a toujours gravité autour de la génération H. Et donc avec mon pote Eli, on a commencé donc à travailler là-dessus. Il nous a fait une instrumentale et j'ai envoyé l'instrumentale à une quinzaine d'artistes que je connaissais bien, voilà, des plus connus, Nutty, Bigaranx, les mecs de Sinsemilia. Donc c'était, tu vois, en plus très varié comme style et comme gens, d'autres moins connus, d'autres plus communautaires, d'autres, voilà, il y avait vraiment tout un tas d'artistes en me disant, bon, avec un peu de chance, il y en a un qui va m'envoyer des lyrics et on va pouvoir produire le morceau, quoi. Tu vois, juste un petit kiff. Tu sais, dans le milieu free party et do it yourself, c'est toujours, tu recycles toujours, tu vois. Et en fait, je sais pas, 3 jours après, tout le monde m'avait répondu. 3 jours après, j'avais déjà 15 ou 20 morceaux écrits, posés, parfois même mixés, masterisés par les propres soins de l'équipe des artistes ou des artistes en question. Et là, je me suis dit, waouh, incroyable, incroyable. Un des seuls qui avait mis du temps, et si ça va te faire marrer, c'était Yanis Odua, c'était un des artistes dont je me sentais le plus proche, mais il avait mis du temps et il arrêtait pas de m'envoyer des messages disant non, non, mais Sacha, si je fais ce morceau, je veux vraiment il parle de tous les trucs et tout machin. Et c'est comme ça qu'il a fait Chalawa, qui en aujourd'hui doit être à 35 ou 40 millions de vues sur YouTube. Et pareil, tu vois, incroyable. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça s'est pas arrêté là parce que donc on a offert à tous les lecteurs les morceaux. Les morceaux, ils ont hypé de manière incroyable. C'est vraiment là pour le coup, tu vois, les mecs auraient voulu nous pousser à réfléchir à une stratégie médiatique virale. Bah, ils auraient pas pu faire mieux. Et donc les morceaux touchent les gens kiffent. Et là, je commence à avoir des organisateurs de concerts qui me disent ouais Sacha, t'as vu, on te connaît depuis longtemps, on aimerait bien faire un truc pour ton bouquin, tu veux pas qu'on organise un premier concert de soutien? Et là on organise un premier concert de soutien et je sais pas, tu connais un peu le monde littéraire quoi, un concert de soutien à un livre, déjà il y a pas de concert de soutien à des livres et en général tu vois, quand tu fais une dédicace pour un bouquin, t'as 10 personnes dans la librairie et là t'es heureux quoi. Nous, on blinde une salle de 2000 personnes. Sans autre soutien que les réseaux, genre soutien à Génération H. Des mecs viennent de toute la France. De trucs de malades. Et les mecs arrivent au festival et ils se sont déjà tatoués des pages du livre. Et là, je commence à flipper. Là, en fait, je rentre dans un truc auquel j'étais pas du tout préparé. Voilà, ça m'a vraiment même un peu fait peur. Je me retrouve dans un truc, 2000 personnes. Il y en a même qui viennent en camion, qui dorment devant la salle de concert. Il y a une mini tough off qui a lieu pas loin. Enfin, laisse tomber. Premier concert de soutien, on full up le truc. Un deuxième concert de soutien est organisé. Et là, je commence à avoir des festivals qui me disent t'as carte blanche pour inviter tous les artistes que tu veux. On te donne une scène, Génération H. Et donc là, c'est parti. Et c'est du délire parce qu'à ce moment-là, je me retrouve dans des festivals avec, franchement, 2014, 2015, 2016, avec la sortie du tome 2, on atteint un truc où, délire où parfois il y a, je fais, je sais pas, 200, 300,
signatures de livres sur une après-midi. Les gens font la queue, c'est des gens qui ne lisent pas, c'est des gens qui, ouais, comme je t'ai dit, ils sont souvent en marge et je me retrouve ultra validé et touché parce que, alors que j'avais pas du tout fait ça pour autre chose que aussi un délire artistique, voilà, je me retrouve à devenir, je sais pas, leader d'un truc qui me dépasse totalement. Mais c'est un gros kiff, hein. Pour moi, j'ai vécu, si tu veux, Génération H, je l'ai vécu une deuxième fois. Mais c'est assez fascinant de voir comment finalement le discours que tu as déployé a déclenché la même logique que ceux qui revendiquent en fait. C'est fascinant de voir que le fait de simple fait de raconter ce qui t'est arrivé a provoqué une sorte de réaction en fait au moins du public de France Info, et que cette réaction du public de France Info a dans une sorte d'écho déclenché un mouvement populaire underground en soutien à ce discours. C'est quand même bien un signe que cette partie de la population française alors, je vais pas dire, c'est difficile à exprimer parce que c'est pas a besoin de reconnaissance, mais en tout cas est dynamique par rapport à son propre mode de vie, et qu'elle est prête à le revendiquer, à le défendre à la moindre à la moindre étincelle finalement qui la stimule quoi. Là, si je peux me permettre, c'était pas une moindre étincelle dans le sens où il y avait jamais de bouquin qui avait parlé de ces mouvements de cette manière-là. Et le premier qui parle de eux, il se fait éclater. Et là, pour le coup, tu vois, on est sur un truc qui est, en plus d'être injuste, est totalement déplacé et inacceptable. Parce que en réalité, ça veut dire qu'on nie à nos enfants, à nos voisins, à nos cousins, à nos frères et sœurs, on leur nie leur existence. Moi, je pense que le vrai enjeu littéraire subversif finalement de Génération H, comme je te l'ai dit, c'est moins la consommation de psychotropes que le positionnement intellectuel de gens qui veulent vivre différemment, qui veulent pas qu'on les emmerde et qui en fait avancent et qui disent ah vas-y lâche-moi. Et d'un coup ils se sont retrouvés avec un bouquin d'un mec qu'ils connaissaient, parce que c'est des petits milieux, tu vois. Je te dis pas que je connaissais 60 000 personnes, j'aurais une famille trop grande, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans ces milieux-là, bam, le bouquin il est sorti, il est presque devenu totémique, tu vois, les gens partaient avec et tout. Donc, ce délire-là, c'est devenu un peu un outil de revendication. Et bah là, pour le coup, on te dit non, t'as pas le droit, c'est vraiment exagéré parce que quand les mecs ils fument, on leur dit vas-y, t'as pas le droit. Quand les mecs ils font la fête libre, on leur dit non, vas-y, t'as pas le droit. Quand les mecs ils donnent leur avis, on leur dit vas-y, tais-toi. Là, on écrit un livre où on raconte ça sans faire de mal à personne. Je n'étais pas en train de dire que j'allais lancer un mouvement politique ou tu vois. Je disais juste, hé les gars, on est là, on se pose. On veut pas grand-chose, mais on est là. Et ça, c'était pas possible. Je pense que c'est ça qui a vraiment mobilisé les trucs. Et peut-être aussi que la musique, elle était bien. Et peut-être aussi que le livre était pas mal. Et qu'est-ce que ça dit à ton avis de la France, du tissu social français quand on voit cette difficulté, on sait, alors si c'est, donc j'ai bien compris que les psychotropes, le cannabis n'était qu'une partie de cette quadrilogie, une grosse partie quand même néanmoins, un des moteurs on va dire. On sait que la France, enfin la population française fume pas mal, enfin il y a la moitié des adultes français qui ont fumé, il y a 10% qui ont fumé dans l'année, et j'ai regardé les derniers chiffres là, et 3% qui fument régulièrement, c'est-à-dire plus de 10 fois par mois. On est loin d'un phénomène anodin, et pourtant l'expression de cette population française provoque un lever de bouclier finalement du reste enfin, d'une partie du reste de la population. On est quand même dans un pays Alors, je sais pas si c'est d'une part. Ah, oui, c'est d'une partie, mais quel est son poids? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à une élite politico-médiatique, en fait, elle dérange parce qu'elle correspond pas à la moraline à laquelle ils sont abonnés constamment. Donc, ouais, mais évidemment, il y a quand même des gens qui ont appelé. Finalement, si les gens n'avaient pas appelé, n'avaient pas failloté auprès du CSA. Tu es d'accord avec moi que sur 70 millions de Français, allez, même s'il y en a 50 ou 100 qui ont appelé, ce qui est hallucinant, c'est qu'on puisse, alors qu'il y a 50-100 personnes qui appellent, on puisse avoir cette réaction-là sans même prendre le temps de savoir de quoi il s'agit. Moi, c'est là où... Parce que le truc, c'est que si demain, il y a un mec à la radio qui vient et qui fait l'apologie de la prise d'héroïne ou de crack, sans filtre, je dis pas que moi je vais appeler,
Mais je vais me dire, waouh, France Info, ils ont bien changé quand même. C'est chaud. J'aimerais pas que mon fils, tu vois, il entende ça. Ça, je vais me le dire. Mais là, en l'occurrence, c'était pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont entendu un écrivain expliquer que dans la vie, il y avait des jeunes qui préféraient baiser, faire l'amour, s'éclater, voyager, tout ça grâce à des pratiques illicites, parfois illégales, et que ils en avaient rien à foutre de gêner les gens. Et ça, pour moi, c'est plus un positionnement moral. T'as des gens qui se sont dit, oh là là, mais attends, c'est pas normal, on peut pas faire ça, c'est interdit, c'est pas beau, on va râler. Moi, je pense que c'est ça c'est plus le débat sur le fait d'avoir mis l'utilisation de psychotropes sur une trajectoire morale. Et d'ailleurs, l'histoire de la légalisation, si je peux me permettre, c'est un peu ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question morale en France plus que politique. Si c'était une question politique, ce serait évidemment légalisé, et ce pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que si vous voulez, le premier moyen de lutter contre le crime organisé, ça c'est l'histoire qui l'a raconté. Regardez la prohibition aux États-Unis, la prohibition de l'alcool. La prohibition de l'alcool, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet l'enrichissement des mafias. L'enrichissement des mafias, c'est-à-dire la structuration d'un secteur informel qui peut avoir un pouvoir extrêmement important. Et donc, voilà le problème premier. Ensuite, sur l'éducation, évidemment que c'est mieux de savoir, et c'est moins attractif un produit qui n'est pas interdit est paradoxalement moins attractif qu'un produit qui est interdit. Et il faut se rappeler que dans les années 90, les mecs qui fumaient des joints, c'était les gros bad boys du collège ou du lycée. Et en fait, tu sais, mais vu qu'on est dans un système d'image et un truc de représentation, voilà, les mecs qui voient des crânes rasés, avoir des comportements différents, ça les emmerde. Ils ont appelé, ça a provoqué ça, et quelque part, moi, ça a fait le succès du bouquin. Et honnêtement, pour moi, c'était mon rêve, hein. Je veux dire, j'ai atteint le jackpot. À 30 ans, être emmerdé par le CSA, si tu m'avais dit ça à 15 ans ou 20 ans, j'aurais eu mon prix Nobel, c'était ça, quoi. J'ai peut-être été idiot de refuser l'adaptation au cinéma, parce que pour le coup, même aseptisée, elle aurait peut-être visibilisé un certain nombre de choses. Mais bon, bref, on se refait pas. Moi, j'avais l'impression que les mecs allaient réécrire ma vie, la filmer, que Sacha allait passer pour un blaireau. Alors là, tu vois, c'était rude. Honnêtement, ça aurait été super. Enfin, à moins d'avoir vraiment des gars béton derrière, ça aurait été super niais, non? Ça aurait été niais, quoi. Le danger, si tu veux, pour moi, si tu veux, il fallait faire un truc. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit aux gars. Venez même pas me voir si vous envisagez pas un truc à la Las Vegas Parano ou voilà quelque chose de big. Parce que pour le coup, tu verras dans les deuxième et troisième tomes, la génération H monte en puissance. Elle est compliquée cette question, mais on peut essayer. C'est que finalement, quel est et quel est encore l'impact culturel du cannabis sur la société française? C'est très vaste, mais le phénomène est quand même massif. Et finalement, encore une fois, il est très peu discuté. Alors que on sait que la drogue influence la culture potentiellement de manière importante. Et finalement, on ne mesure pas cet impact culturel en France. Pour moi, il y a deux éléments contradictoires à l'œuvre. Je pense qu'il y a deux choses qui sont antinomiques. C'est que plus le cannabis rentre dans la vie des Français, plus les pouvoirs publics le diabolisent. Et plus les Français sont tolérants par rapport au cannabis, et plus les pouvoirs publics sont répressifs, parce que cette question morale, elle clive la société française, et c'est beaucoup plus facile de dire, regardez les méchants fumeurs, parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, ils sont pas dangereux, donc voilà,
eux, on peut leur taper dessus, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, c'est pas eux qui vont s'organiser, parce que s'ils font des trucs illégaux, ils vont pas être assez débiles pour aller dans la rue pour dire ouais, on fait des trucs illégaux. Ce qui par ailleurs aussi est intéressant par rapport aux mobilisations qu'on peut voir pour défendre la légalisation. Mais en parallèle, et c'est là où je dis quelque chose de contradictoire, en parallèle, le cannabis est devenu une économie informelle extrêmement lucrative et structurante d'une partie de la société française, notamment des classes populaires. Et donc là, pour le coup, si tu veux, le gouvernement qui n'arrive pas à répartir mieux les richesses, en laissant proliférer cette économie informelle, il permet une rectification de marché, comme on dirait un économiste, une rectification qui fait que bon, les choses, elles avancent. Mais c'est un très mauvais calcul. C'est un très très mauvais calcul. Et pour avoir un peu travaillé là-dessus, donc je prendrai pour la fin de cette interview l'espace d'une minute ou deux ma casquette d'universitaire, pour avoir un peu travaillé sur les impacts socio-territoriaux de la légalisation du cannabis dans une ville comme Denver, c'est clair que c'est un coup quand même très dur porté au trafic, à l'économie informelle, que de légaliser le cannabis, en même temps que c'est une amélioration des conditions sanitaires. Donc le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un business plan qui est carré, un public et une clientèle qui est là, et des améliorations politiques qui apparaissent de manière évidente, aujourd'hui de plus en plus, si c'est toujours pas une question qui est même questionnée de manière constructive au plus haut sommet de l'État, c'est que on est de l'ordre de la question de morale et de politique, et que pour répondre à une question morale et de politique, tu peux faire que c'est que les politiciens et les moralistes qui peuvent y répondre. Et là, pour le coup, ça nous concerne plus, parce qu'on fait pas de politique, et peu de la génération H font des débats sur la moralité ou l'immoralité des choses et des pratiques. Merci à Alexandre Grondeau d'avoir répondu à mes questions. Ce que je retiens sur toute cette histoire, c'est la difficulté, voire l'impossibilité du dialogue entre les Français consommateurs de stupéfiants et les Français qui réprouvent cette consommation. Cette propension de la démocratie française à limiter structurellement ce qui est exprimable en la matière est sans doute, à mon avis, l'une des raisons de l'inefficacité pathétique des politiques de drogue depuis une 50aine d'années dans ce pays. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans le prochain épisode, on change d'interlocuteur. D'ici là, portez-vous bien.